Bonjour. Bonjour. J'ai dit bonjour 10 fois aujourd'hui Hola. à chacun. On commence par toi. D'accord, j'accepte. Qui es-tu, Charlotte? Je suis Charlotte. Sur Internet, je fais une chaîne YouTube qui s'appelle Les Langues de Chat, où je fais de la vulgarisation de sciences sociales. Et quand je ne suis pas sur Internet, je fais une thèse en sciences de l'éducation sur la notion d'esprit critique. Comment les profs conçoivent cette notion. D'accord. Et qu'est-ce que tu vas nous chanter? Non. Je vais vous chanter ce que vous voulez. Ok. Faites attention. Ok. C'était un canular, non? Possible. Ok. Omar? Eh ben, moi, je On se m'appelle retrouve. Omar. Ouais. Ouais. Et comment tu t'appelles? Non, Omar. j'ai dû me tromper. Vas-y. Alors, moi, c'est Omar. IRL, je suis doctorant en physico-chimie des matériaux. Là, je suis sur la fin, Inch'Allah. Et virtuellement, je fais des vidéos sur YouTube, sur la chaîne Le Malin Génie. Et je dis des choses intéressantes sur Twitter entre 2-3 shitposts. D'accord. Ok. Et tu fais du beatbox? Je sais pas qui a dit ça. Je sais pas. Ok. Bon. Je te... Merci. Dommage. Peut-être à la fin. C'est un mythe, ça. C'est un mythe. Ok. Bon. Ça, c'est un mythe. Je vous laisse nous parler des canulars. En fait, cette conf n'aura pas lieu. C'était une conf canular. On s'en va. Non, heureusement. Bon, alors, quand on parle de science, on a toujours quelques idées qui nous viennent en tête. Peut-être que vous pensez à ce genre d'image possible, ou bien vous pensez plutôt observation, hypothèse, méthode, expérience, et vous n'aviez pas tort. Bon, à part si c'est vraiment ce genre d'image qui vous vient en tête, là, par contre, je ne peux rien pour vous. Mais un des aspects auxquels on pense un peu moins dans le travail des scientifiques, c'est toute la question de la publication des résultats de recherche. Parce que comme vous le savez peut-être déjà, mais pour publier des résultats, les chercheurs et les chercheuses rédigent des articles qu'ils et elles vont soumettre dans des revues scientifiques. Donc c'est le moyen privilégié pour diffuser des résultats et des réflexions auprès d'autres spécialistes. Ouais. Et ces revues, ces articles scientifiques, c'est pas comme des journaux, enfin, comme des articles dans la presse généraliste. Ils sont très codifiés, très spécialisés, très difficiles à lire aussi quand on n'est pas spécialiste. Et surtout, la particularité, c'est qu'ils vont être relus par des expertes ou expertes du domaine qui vont évaluer les articles pour parfois proposer des modifications, voire, ça arrive, refuser la publication d'un article s'ils estiment que ce n'est pas assez bon ou que ce n'est pas assez intéressant. Et ce processus, c'est ce qu'on appelle la revue par les pairs. Et c'est censé permettre aux revues de ne pas publier n'importe quoi qui ressemblerait vaguement à de la science. Dans l'idéal, oui. Dans l'idéal. Bon, vu ce qu'on vient d'expliquer, je pense que vous allez vous dire qu'on ne pourrait pas voir, par exemple, un physicien publier un article qui parle de physique quantique dans une revue de sciences sociales. On est d'accord. Et pourtant, c'est arrivé. Sans déconner. Ouais, c'est arrivé en 1996 par ce type, Alan Sokal. C'était un physicien qui a publié cet article intitulé « Transgresser les frontières vers une herméneutique transformative de la gravitation quantique » dans une revue de sciences sociales. Ok, alors qu'on situe bien le bail. Un physicien a publié un article dans une revue de sciences sociales. Ouais. Qui parle de physique quantique. C'est ça. Et ça parle de quoi ? Ça parle de la manière dont la physique quantique a des implications progressistes d'un point de vue politique et pourquoi les mathématiques sont émancipatrices pour les individus. Bien sûr. C'est quoi le comportement des atomes et c'est quoi le rapport avec la politique ? C'est expliqué dans l'article, je vous le jure, mais c'est pas très très clair. Parce qu'en fait, on a de longues phrases alambiquées qui comportent du jargon de maths, de la physique et aussi des citations de philosophes. Mais quand on essaye vraiment de comprendre ce qu'il a écrit, on se rend compte que ça raconte à peu près n'importe quoi. Ok.
Esgus, là, pourquoi il a fait ça? Enfin, il s'est fait recaler par des revues de physique? Alors non, pas du tout. En fait, il savait très bien ce qu'il faisait, c'était totalement volontaire, c'était un canular scientifique. Il a dû bien se marrer en l'écrivant. Oh, ouais, c'est rigolo, mais par contre, comment vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, en fait, si vous publiez n'importe quoi? Non, mais en fait, il faut comprendre le contexte. Il l'a publié dans une revue qui s'appelait Social Text, et où justement, ce qu'on a expliqué justement, la revue par les pairs ne fonctionnait pas vraiment. En gros, dans cette revue, ils avaient envie de publier des idées novatrices, et ils se disaient qu'à partir du moment où les personnes qui soumettaient un article étaient des universitaires, bah, c'était intéressant. Et là, un physicien qui voulait s'intéresser à la philo, ils se sont dit, bah, banco, on n'a pas tout compris, mais on veut bien te publier quand même. Et ils se sont pas rendus compte qu'ils se faisaient pigeonner. Mais heureusement, ce genre de cas, ce genre de choses, c'est pas du tout la norme. Et c'est pour ça qu'on en parle encore aujourd'hui. Ça avait fait une énorme polémique. Oui, tu te dis que c'est pas la norme, mais c'est pas la première fois que j'entends parler de chercheurs qui publient NIMP dans des revues de sciences sociales. C'est-à-dire ? Bah, tu sais, il y avait ce groupe de chercheurs américains qui avait publié plein d'articles bidons dans des revues de sciences sociales, justement. Genre Ouais. cet article qui parle de la construction sociale des pénis. Hmm. Ou encore l'autre article qui parle de la réaction des propriétaires de chiens lorsqu'ils se grimpent dessus. Ouais. Et un autre article qui a été publié qui parlait de créer la catégorie obèse en bodybuilding. Oui. Ouais. Ou encore même l'autre article qui fait le lien entre la baisse de l'homophobie et la masturbation anale chez les mecs. Oui. Bon, bah, ça, tous ces cas-là, ça fait partie d'une autre affaire. L'affaire des études de doléances, aussi appelée l'affaire Sokal au carré. Quoi, encore Sokal ? Non, alors on a repris son nom, mais c'est pas lui cette fois. En fait, on a repris le nom parce qu'il y a des similarités, des similitudes entre ces deux cas. En fait, ça s'est à chaque fois passé aux États-Unis et on a eu des canulars en sciences sociales publiés afin de dénoncer un manque de rigueur intellectuelle ou une forme de dérive. Donc dans le cas de Sokal, le premier, il voulait vraiment viser spécifiquement certains penseurs américains qui avaient tendance à aller piocher dans le jargon de mathématiques et de physique en le sortant totalement de son contexte. Et du coup, pour lui, c'était totalement absurde. Et donc, il a fait ça pour se moquer d'eux. Mais il était totalement conscient que la publication de son article ne prouvait pas du tout que toute la philosophie n'était qu'une fraude. C'était pas le message. Alors que là, le problème avec nos trois zigotos, c'est que eux, ils considèrent que ce qu'ils ont réussi à faire, c'est un peu, ils ont plié le game, c'est échec et mat. Ça prouve que toutes les études sur le genre, les études sur la sexualité, les études sur le racisme et la sociologie dans son ensemble, c'est gangréné par l'idéologie. Après, ils n'ont pas tout à fait tort. Hein. Ils ont quand même publié 7 articles dans des revues de sciences sociales. Ok, tu veux aller sur le terrain des chiffres, on va y aller. 7 articles publiés, tu me dis. C'est plutôt 4 publiés et 3 qui ont été acceptés. Ouais, je sais pas ce que ça change. Hein. Il y en a quand même 7 au total qui ont été acceptés par des revues de sciences sociales. Ouais, mais acceptés avec ou sans modification ? Je sais pas. Ouais, c'est bien ce qui me semblait, parce que justement, les auteurs sont pas très clairs là-dessus. On ne sait pas à quel point les articles ont été modifiés pour réussir à être publiés. Et puis, 7 articles ou 4 articles, mais sur combien de tentatives ? Voilà, on fait le malin, mais on n'a pas l'air d'être très au courant. En fait, ces 3 auteurs, ils ont pris 10 mois pour écrire 20 articles différents. Et ils les ont soumis plusieurs fois, puisque quand ils les ont soumis, c'est arrivé, pour plusieurs revues, qu'ils soient directement refusés. Du coup, ils les ont modifiés et ils les ont resoumis. Et au total, en fait, on arrive à 48 tentatives. Donc 4 articles publiés pour 48, c'est peut-être pas si énorme que ça. Et puis, surtout, finalement, on peut se demander si c'est vraiment une forme d'expérimentation scientifique sérieuse ou est-ce que c'est vraiment une blague ? Ça ressemble un peu à de l'acharnement quand même. Ouais, c'est vrai que c'est moins impressionnant d'un coup. Ouais, et puis c'est moins impressionnant. Et puis il faut comprendre aussi ce qu'ils ont fait et pourquoi, en fait. Eux, ils voulaient absolument prouver que ces domaines sont gangrénés, comme ils le disent, que les chercheurs ne seraient dans ces milieux que des militants qui veulent avancer leurs idées plutôt que de faire de la vraie science. Et si c'était vrai, ce serait un scandale. Mais le problème, c'est que ce qu'ils ont fait, ça ne prouve pas ça, en fait. Parce qu'ils n'ont pas eu une démarche rigoureuse. Ils n'ont pas essayé de
publier un article scientifique, de faire une vraie analyse, de nous dire très clairement ce qu'ils ont fait. À la place, ils sont passés par la presse, ils ont fait un coup d'éclat médiatique, et il y a plein de données manquantes dans ce qu'ils ont fait. Même s'ils n'ont pas réussi à prouver ce qu'ils voulaient prouver, ils ont quand même montré qu'il y avait des problèmes, vu que des revues de sciences sociales ont publié du bullshit. Alors oui, pour les revues en question, ça pose vraiment question, et c'est très embêtant. Mais de là à dire que ça prouve que tous ces domaines sont achetés à la poubelle, il y a un pas qu'il ne faut pas franchir. Et eux, ils le font, et c'est assez embêtant. Enfin, je trouve que c'est quand même se trouver des excuses et fermer les yeux. Si vous vous inquiétez pas plus que ça de publier des articles bidons, je sais pas quoi faire pour vous. Enfin, regarde, on a un exemple encore récent d'ailleurs. Tu sais, cet article qui parle d'Autolib avec des jeux de mots douteux et des sous-entendus lubriques là. Tu vas me dire qu'il n'y a pas à s'inquiéter d'un énième cas. Les sociologues ont rien à craindre. Ouais, et qui a publié cet article, le petit malin ? Je sais pas, je suppose un physicien qui s'inquiète pour votre rigueur à votre place. Non, c'est des sociologues, espèce de petits cons. Ah. Oui. Alors en fait, Arnaud Saint-Martin et Manuel Quinon ont publié un faux article de sociologie dans une revue de sociologie pour dénoncer un problème au sein de leur propre discipline. En gros, on a une petite clique de sociologues qui sont pas très rigoureux, qui ont tendance à faire des articles basés sur du vent avec une méthodologie complètement à la ramasse autour de ce gars qui s'appelle Michel Maffesoli. Donc, au sein des sociologues, c'est assez connu, mais le grand public n'était pas tellement au courant. Et donc, eux, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont repris tous leurs concepts un petit peu foireux et ils en ont fait un article stupide sur les Autolib. C'est passé comme une lettre à la poste. Ils l'ont publié dans la revue de ce type. Et là, ils ont pu aller à la radio, dans la presse, pour parler de cette dérive et donc attirer l'attention dessus. Bien, admettons, oui. Ouais, admettons, c'est toi qui viens me chercher des noises, mais bon, je trouve qu'en sciences expérimentales, vous n'êtes pas irréprochable non plus. Hein. Pardon ? J'ai une citation pour toi. Je pense que ça va te parler. Les atomes d'un univers meilleur auront le droit, pour le même que vous êtes la façon, dont nous vous devrons être un grand moment. Pour un grand moment, pour profiter de la journée, vous êtes une personne merveilleuse à votre grand moment pour prendre le plaisir. Et prendre un grand moment et profiter de la journée, vous serez un grand moment pour vos parents et vos enfants. Ouais, je connais ça. C'est tiré d'une conférence d'un colloque international de physique. Normal. Ah bah oui, normal, vu qu'il a été écrit par les suggestions automatiques d'un smartphone. Celui de Christophe Bartneck, un chercheur néo-zélandais qui s'est fait démarcher par un colloque pour qu'il puisse y donner une conférence. Le truc, c'est qu'il trouvait ça un petit peu douteux, la manière dont on lui a proposé, vu qu'il ne fait pas de physique. Donc, il a rédigé ce texte avec son téléphone et il l'a envoyé. 3 heures après, on a accepté sa conférence. Donc, il est allé présenter ça en colloque ? Je pense que ça l'aurait fait marrer, mais il s'est dit qu'il n'allait peut-être pas payer les 1100 balles qu'on lui a demandé pour y aller. Ouais, ok, compréhensible. Mais c'est pas le seul cas dont j'ai entendu parler. Hein. Il y a eu aussi un générateur automatique d'articles. Ça aussi, c'est normal ? Ouais, attends. Je pense que tu parles de SciGen. Oui, effectivement, c'est un générateur de publication qui avait été conçu par des étudiants du MIT. Et effectivement, il a été utilisé par plein de chercheurs qui ont pu publier plein d'articles bidons dans des revues. Alors tout à l'heure, tu m'embêtais pour 4 blagues, alors que là, vous parlez de centaines de faux articles. Oui, mais non, on fait rien avec, pas pareil. D'ailleurs, il y a même des chercheurs de l'université de Grenoble qui ont conçu un outil pour justement les détecter. Et grâce à cet outil, on a pu rétracter une centaine d'articles qui étaient publiés. Ok, mais c'est quand même problématique. Je veux dire, autant d'articles publiés dans des revues, et elles viennent d'où ? C'est quoi ces revues ? En fait, le truc, c'est que c'est pas exactement la même chose. C'est-à-dire que ces articles-là, c'était publié dans des revues dites prédatrices. En gros, c'est des pseudo-revues qui publient n'importe quoi à partir du moment où on paye. Donc, c'est des revues qui vont aller démarcher plein de scientifiques, qui vont leur proposer de publier leurs papiers, sauf qu'il n'y a aucun tri qui est fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les chercheurs payent, tout est publié, il n'y a aucune valeur scientifique.
Et on sait d'où ça vient? Qu'est-ce que c'est cette histoire? Alors justement, il y a un journaliste scientifique qui s'est posé la question, John Bohannon, et qui a lancé une enquête en utilisant un article canular. Encore un? Ouais. Et donc du coup, à la fin de cette enquête, il est remonté à un vaste réseau de revues et de banques implantées dans des pays en voie de développement. Et c'était des revues prédatrices. Et donc du coup, grâce à cette enquête, ça lui a permis de mettre en garde la plupart des scientifiques, et notamment les jeunes chercheurs, pour plus qu'ils se fassent avoir. Ouais. Après, c'est quand même là un plus gros problème que juste quelques articles bidons, quoi. Je veux dire, je sais pas, ces revues scientifiques, ça pose quand même des grandes questions sur la validité du savoir, quoi. Effectivement, le but de ces auteurs-là, c'était de parler des aberrations du système de publication et de montrer que la commercialisation du savoir, ça ne profite pas vraiment à la rigueur. Mais bon, ça a concerné essentiellement les revues prédatrices. Ouais, c'est dans des revues prédatrices seulement. Mmh. C'est que dans des revues prédatrices. Mmh. Dans des revues prédatrices. Oui, ok, ça va, il n'y avait pas que des revues prédatrices. Je le savais. Voilà. Il y avait également des journaux hébergés chez des grandes maisons d'édition qui se sont fait avoir. T'es contente? Oui. La plupart de ces journaux sont dits open access ou en libre accès, c'est-à-dire que les lecteurs peuvent accéder gratuitement aux articles, mais pour les publier, les auteurs doivent payer. Et c'est d'ailleurs sur ce modèle économique que se sont développées les revues prédatrices. Et il existerait une sorte de zone grise où on ne sait pas trop où placer certains journaux entre prédateurs et non prédateurs. Mais là, on revient à ce problème de la commercialisation du savoir qui ne profite absolument pas à la rigueur scientifique. C'est pas super rassurant. Effectivement. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que le problème, c'est que les auteurs, quand ils font des canulars, ils essayent de dénoncer des choses, mais c'est pas forcément ce qu'on en retient. Enfin, on retient le côté un peu fun et drôle du canular, mais soit on retient que ça, soit au contraire, j'ai l'impression que ça va être totalement sorti de son contexte et qu'on va en tirer des conclusions démesurées. Par exemple, pour l'affaire Sokal, il y a encore des gens qui aujourd'hui l'utilisent comme un argument pour dire que l'ensemble des sciences sociales manque de rigueur, alors que c'est un cas il y a presque 20 ans. Enfin, et puis même, des fois, cette instrumentalisation, elle est faite par les auteurs eux-mêmes. Voilà, nos trois compères de Sokal au carré, ils en ont carrément tiré un bouquin. Il faut croire que la polémique, ça fait vendre. Effectivement. Du coup, ce qu'il faudrait, c'est peut-être un canular qui permet de dénoncer l'interprétation des canulars. Ouais, ok, pas mal comme message. Bon, après, le truc, c'est qu'il ne faudrait pas que ça tape sur une science en particulier. Il faudrait quelque chose de multidisciplinaire. Non, à la mode maintenant, c'est l'interdisciplinaire. C'est même le transdisciplinaire. Post-disciplinaire. Oh, avec de la physique. De la chimie. Et des neurosciences. De l'éducation, j'y tiens. On pourrait même appeler ça, pour une approche neuroréductive de l'éducation, la fabrique physico-chimique de l'élève apprenant. Et monsieur a médité. Et ouais, on était 4, on a payé 200 balles pour ça, mais ça en valait la peine. Et du coup, notre canular reprend les mêmes canons que les articles scientifiques. Il y a une introduction, une présentation des méthodes, des résultats. Par contre, sur le fond, on s'est un petit peu lâché. Ouais, on s'est dit, autant mettre toutes nos hypothèses, tout ce qui nous passait par la tête. On a dit qu'il y avait... finalement, dans la société, 2 types de personnes. Et dans cette salle, vous rentrez tous dans ces 2 catégories. Il y a d'un côté les cosmic brain, les personnes donc au cerveau cosmique qui ont un QI élevé, une pensée vraiment incroyable. Et puis, les autres, les cerveaux non cosmiques, NCB, le terme technique. Et ce degré de cosmicité, il est lié à ce qu'on appelle le pH cérébral. Le fameux. En fait, les personnes au cerveau non cosmique n'ont pas les bases, donc leur cerveau est trop acide. C'est évident. Et donc, du coup, on peut donc mesurer ce pH cérébral à l'aide d'une sonde qu'on a juste à mettre directement dans la tête des gens. Et c'est ce que nos 2 chercheurs ont fait. Ils ont proposé un protocole innovant
Ce qu'on raconte dans l'article, c'est qu'on a donné des cours extrêmement rationnels à des étudiants, notamment de la sociologie cellulaire. Et grâce à ça, on a pu voir l'influence sur leur performance cosmique. Et regardez, c'est prouvé. Hein. Ça marche. C'est statistiquement significatif. Il y a 2 étoiles. Ouais. On a fait plein de graphes très très beaux. Est-ce que tu veux d'ailleurs nous commenter un peu cette image là avec le graphe orange? Ce graphe-là, là alors, pour le lore de l'article, ce graphe, c'est juste un signal infrarouge du cerveau des élèves. Bon, en fait, il est tiré du nombre de connexions sur un serveur World of Warcraft. Ouais, mais bon. On s'est dit pourquoi pas, hein, tant qu'on y est. On a aussi mis une image d'un cerveau de souris avec une tumeur, parce qu'on s'est dit c'est quand même dans le thème, il y a quand même un cerveau. On a mis un extrait de notice de médicaments, et même un poème en alexandrin, parce que pourquoi pas. Ouais, bon, en fait, vous n'avez pas forcément besoin d'une formation scientifique pour voir que c'est complètement bidon. Ça n'a pas empêché des revues d'être intéressées par cet article. Ouais, on en a 4 différentes qui voulaient nous publier, et on a reçu une supposée évaluation de l'article avec tous les critères, etc. Et nos relecteurs avaient l'air vraiment emballés. Ils nous ont dit que les méthodes étaient extrêmement pertinentes. Que l'article avait été écrit et présenté de manière très scientifique. Et que le point le plus fort, c'était l'analyse critique du sujet de recherche. Donc voilà, si vous voulez en savoir plus, on a fait une vidéo sur le sujet où on raconte cette très belle histoire. Donc abonnez-vous. Ouais. Bon, si vous devez retenir un truc, c'est que pour l'interprétation des canulars, c'est bien de s'intéresser aux motivations des auteurs, mais c'est surtout plus important de s'intéresser à tout le contexte qui entoure ces histoires. Ouais, parce que souvent, leur but aux auteurs, c'est de dénoncer une forme de dérive, mais ça ne veut pas dire qu'ils ont réussi à prouver qu'il y avait bel et bien un problème. Par contre, en général, le but du canular, c'est d'attirer l'attention médiatique pour pouvoir parler de ce supposé problème. Donc gardez-vous de faire des conclusions hâtives, parce que ce n'est pas comme ça qu'on fait de la science. Merci. Merci. Donc on peut retrouver cette vidéo et puis plein d'autres sur vos chaînes respectives. Oui. Affirmatif.